Bonjour, je suis très heureuse d'être avec notre public et avec nos invités. Merci beaucoup pour vos présentations qui sont si intéressantes. Je vais demander aux invités de bien vouloir allumer leur caméra et leur micro. Vous savez que les présentations sont sur notre page web et également sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à la faire connaître auprès des personnes qui pourraient être intéressées. Elles sont disponibles en anglais, mais sont également avec des versions interprétées en chinois, en français et en espagnol. Je vous enverrai le lien sur le chat. Nous allons démarrer donc notre débat pour savoir où nous en sommes des connaissances sur ce sujet. Nous avons déjà reçu une question dans la section de questions-réponses. J'invite le public à bien vouloir envoyer et partager ces questions et nous pourrons ainsi y répondre et avoir un débat. Nous avons nous-mêmes quelques questions déjà préparées. Dans le dernier webinaire, nous avons évalué l'état où en est la bioénergie avec captage et stockage de carbone, dite BECS, et nous avons parlé de quelques projets pilotes où sont réalisées des études de recherche. Donc j'aimerais que nous fassions le point sur ceci. Daniel, pouvez-vous commencer? Comme l'a dit Céline, il y a un projet commercial appliqué à grande échelle et qui est un projet de BEX donc, et qui est un projet de production d'éthanol à partir de maïs qui se trouve dans l'Illinois, c'est-à-dire au centre des États-Unis. Et dans cette région, il y a également 200 bioraffineries d'éthanol grâce au maïs, donc près de ce projet. Il y a également des exemples d'installations de transformation de résidus en énergie, par exemple en Norvège et en Suède, qui se sont imposés comme des pionniers en la matière, car ils mènent différents projets liés à ceci. Et je crois qu'il va y avoir de plus en plus d'exemples de ces technologies appliquées dans des pays comme par exemple les États-Unis ou dans l'Europe du Nord, tout d'abord, où il y a une chaîne logistique de biomasse bien gérée, des infrastructures en vigueur de biomasse et de bioénergie, et il y a par ailleurs une grande capacité de stockage géologique. Asborn ou Yuba, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, merci. J'aimerais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Daniel sur le nord de l'Europe, à savoir que pour le moment, il n'y a pas de grands projets en fonctionnement, donc à grande échelle, mais il y a une série d'usines qui pourraient fonctionner à plein régime d'ici à 2025. Il y a deux exemples, par exemple, Stockholm STLJ qui produit de l'énergie à Stockholm et qui a mis en marche un projet pilote à travers de la biomasse pour la production de biocombustibles et qui a pour but d'élargir ce projet et d'intégrer complètement la chaîne logistique de biomasse d'ici à 2025. On peut également parler de l'incinération des résidus, c'est clair, et il y a également plusieurs projets pilotes en la matière en Suède et en Norvège. Donc, ceci va peut-être être la prochaine étape pour des secteurs industriels et des industries qui sont très énergivores, comme par exemple celle de la cellulose ou du papier, et qui réalisent elles aussi des études de fiabilité en la matière. Donc il va peut-être y avoir des avancées en la matière, mais peut-être plus tard que les deux secteurs qui ont déjà été mentionnés. Yuba, voulez-vous ajouter quelque chose? La seule chose que je peux dire, c'est qu'actuellement, il n'y a aucun projet pilote ou opération similaire en Afrique. Je crois que vous avez lu dans mes pensées, parce que c'est ce que je voulais justement demander, à savoir s'il y a un certain type de recherche dans le monde en développement, et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Je ne sais pas si Yuba, vous souhaitez directement répondre à cette question? Bien, il est clair qu'il y a des possibilités de mener à bien au moins une partie de la production de matières premières,
pour pouvoir avancer dans cette direction, mais il faut tenir compte de nombreux autres facteurs qui ont été mis en avant dans les présentations, à savoir les difficultés constantes qui sont liées au financement, aux compétences en Afrique et également il faut savoir comment on peut tenter d'encourager la bioénergie avec captage et stockage de carbone quand il n'y a pas assez de sécurité alimentaire et quand également les ressources hydriques sont un problème. Daniel ou Ashburn, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire en quelques mots. Il me semble que l'aspect fondamental, et comme le soulignait Yuba, est lié donc à l'affectation, à l'utilisation des terres. Car si l'on veut appliquer cette technologie à grande échelle pour pouvoir faire une véritable différence en termes climatiques, il faut beaucoup de terres, c'est-à-dire que combien de biomasse et combien de bioénergie pouvons-nous produire? Est-ce qu'on peut commencer par exemple avec des résidus? Mais si l'on veut utiliser autre chose que des résidus, il faut se demander dans quelle mesure on peut réaliser cela de façon durable, car il y a une concurrence avec d'autres types de ressources et cette concurrence ne va faire qu'augmenter au fil du temps et ce qui va réduire le potentiel de production de biomasse car il y aura d'autres affectations et utilisations des terres qui serviront à des besoins humains et il y a également des questions à voir en termes de biodiversité et d'écosystèmes. Bien sûr, je suis d'accord. Et c'est d'ailleurs le sujet qui est le plus d'actualité dans les délibérations qui sont tenues en la matière, surtout dans les économies émergentes. Je crois qu'il y a une grande tradition qui cherche à comprendre ce que la collaboration internationale peut atteindre en termes de produits d'élimination du CO2 ou dans quel format elle doit adopter. Par exemple, dans la foresterie, il y a des mécanismes comme celui de REDD+, dont nous pouvons tirer des leçons très utiles, très importantes sur la façon de gérer et d'ordonner le sol, de comment gérer l'affectation des terres en prenant en compte de différents éléments socio-économiques pertinents. Eh bien, je me demande si nous disposons, si on peut véritablement tirer des leçons appropriées de REDD+, qui était un projet qui était appliqué surtout dans des pays en développement, et des leçons que l'on pourrait utiliser à l'heure d'appliquer la BEX. Et je ne suis pas très sûre que nous comprenions bien euh, d'où ou quels sont les domaines potentiels dans le monde dans lesquels on peut développer cette technologie avec suffisamment d'eau et de terre. Céline, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Le programme REDD+, et a été mise en route il y a des années et c'est un sujet sensible. Il est vrai qu'il est bien qu'elle ait suscité, que RED+ ait suscité de l'attention. Il y a eu des études de recherche, mais il est difficile de voir quelle est la différence que cela a fait et quels sont les effets externes ou les effets secondaires non désirables. J'aimerais souligner le fait que quoi que nous fassions, dans le cadre de projets comme RED ou RED+, ou pour la production de biomasse, il faut travailler avec les marchés et non contre les marchés. Car l'une des questions les plus compliquées avec les projets donc RED est que tant qu'il sera plus rentable de produire du soja ou de la viande bovine, eh bien, il va être très difficile d'appliquer ce mécanisme, surtout s'il est imposé de l'extérieur. Il va être difficile d'atteindre de bons résultats. Pourquoi? Parce qu'il va toujours y avoir des sortes de vides, des lacunes. Par exemple, si on déplace la production ou si l'on conserve les forêts, ces activités de bétail ou de production de soja vont simplement être déplacées ailleurs. Et donc, pour être efficace, on ne peut pas travailler contre les marchés, malheureusement. Donc, il faut tenir compte de ceci.
Eh bien, c'est une chose qui a été, mentionnée dans les 3 présentations. Donc pouvons-nous analyser quels sont les défis soulevés par, l'élargissement de la bioénergie avec, captage et stockage de carbone dans le contexte des processus de gouvernance et ainsi que les mécanismes, qui sont nécessaires? Qui souhaite, répondre à cette question? Eh bien, il me semble qu'il y a un point, enfin une dimension essentielle que nous n'avons pas encore abordée de façon directe et qui est la suivante, c'est-à-dire l'équité. Et donc, bien entendu, dans un grand nombre des pays les plus pauvres, il y a des terres disponibles qui pourraient être utilisées pour la bioénergie, pour l'application à grande échelle de la bioénergie avec captage et stockage de carbone. Mais dans ces pays, justement, sont ceux dans lesquels il faut lutter contre la pauvreté. Donc, il faut se demander si l'on peut utiliser ces terres pour la BEX au lieu de les utiliser pour garantir la sécurité alimentaire ou pour réduire la pauvreté dont souffrent ces populations. Et je pense que c'est une chose qu'il faut se demander de façon très sérieuse et qui doit faire partie de tout type de conversation que l'on a sur la gouvernance. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Céline? Oui, oui, je vous en prie. Oui, Yuba, je suis d'accord avec vous. La question de l'équité est fondamentale, car ce n'est pas simplement une question d'efficacité, mais ceci nous ramène à l'utilisation des terres, car il y a une utilisation locale et nationale des terres. Et par exemple, comme je le disais, la production de soja a pour conséquence la déforestation dans certains, il en est de même pour le bétail, pour la production de viande, mais c'est ainsi que fonctionnent les marchés internationaux et malheureusement, ils ne sont pas préoccupés outre mesure par l'équité et ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Et donc, pour pouvoir faire efficace, à mon sens, il faut que les gouvernements se positionnent bien et il faut des politiques coordonnées au niveau international, car autrement, comme je le disais, il y aura toujours une lutte contre les marchés et ce sont finalement ceux qui sont le plus rentables qui finiront par remporter la partie. Il est vrai que l'affectation des terres a des conséquences car l'agencement du territoire ne va pas toujours dans le sens des intérêts nationaux en Afrique ou en Brésil ou en Indonésie. Donc il faut des actions coordonnées et des interventions gouvernementales. Si je peux, je crois qu'on ne peut pas isoler la BEX de d'autres mesures qui sont liées au climat. Toute décision prise ne peut pas être basée sur le marché, mais doit être fondée sur un accord atteint par les différents gouvernements et qui intègre différentes mesures responsables liées au climat, car la BEX n'est pas la solution, mais ce n'est qu'une des solutions. Et il est vrai que les marchés ont leur façon de fonctionner, mais les marchés doivent fonctionner en vertu de certaines conditions marquées par les gouvernements au niveau international. Oui, je suis d'accord avec vous, mais pensons par exemple au marché du soja ou de la viande. Ce n'est pas un système coordonné. Et simplement, ils vont dans le sens du plus offrant. Et c'est pourquoi c'est une lutte que nous devons mener. C'est un véritable défi pour nous. Et donc, cela veut dire que si nous appliquons une approche trop restrictive, nous n'allons rien obtenir. Il faut que nous tenions compte de toutes ces dimensions, interactions, exportations, entrants, affectation des terres, et tout ceci dépasse la simple production de biomasse, c'est-à-dire que euh, c'est comment doit-on concevoir les politiques climatiques dans le monde entier et il faut pour cela tenir compte du climat, mais il n'y a pas un marché pour le climat et c'est un débat qui est purement politique. Daniel, voulez-vous ajouter quelque chose ou passons-nous à la question suivante?
Je crois que les réponses ont été formidables, donc on peut passer à la question suivante. Nous en avons beaucoup qui a été envoyé par le public, que je remercie pour sa participation, et c'est une question pour Daniel. Le potentiel de l'élimination du CO2 de la bioénergie avec captage et stockage de carbone va-t-il diminuer au fil du temps en raison de la concurrence, de l'affectation des terres, des demandes de boisement, de l'augmentation du niveau de la mer, etc., etc.? Asborn. Et je crois que je l'ai dit avant, et oui, effectivement, la terre a une affectation, une utilisation limitée, et la production de biomasse pour la bioénergie avec captage et stockage de carbone euh, est une utilisation des terres, mais il faut également produire des aliments, il faut protéger les écosystèmes. C'est-à-dire que la terre peut être utilisée et affectée de façon différente, et il est clair qu'au fil du temps, il y aura moins d'environnements susceptibles d'être utilisés pour produire de la biomasse. Ceci étant dit, si nous éliminons ou si nous détournons la production dédiée à d'autres fins, par exemple en termes de résidus pour la BEX, je crois que cela va soulever moins de problèmes, comme le disait Daniel, mais cela veut dire toutefois que nous réduirons donc le potentiel de la BEX. Et oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Ashburn. Les résultats qui découlent de modèles d'évaluation intégrale, comme par exemple le modèle qu'utilise le GIEC et que Yuba connaît par cœur, car il a longtemps travaillé dans le groupe de travail numéro 3 pour le cinquième rapport d'évaluation du GIEC. Et donc, dans ces modèles, on montre un pic suivi par une baisse du potentiel de la BEX. Et pour la fin donc de ce siècle et au fil du temps que couvrent ces modèles. Mais il y a des incertitudes quant au rôle idéal que devrait jouer la biomasse dans l'élimination du CO2 et j'envisage, je pense à un monde où on intensifierait par exemple l'utilisation de bioénergie avec captage et stockage de carbone pour ensuite réduire cette production. Il peut y avoir d'autres technologies qui soient de plus en plus rentables et de plus en plus accessibles, comme par exemple le captage direct de carbone de l'air, mais ce captage direct de l'air à grande échelle s'accompagne lui aussi de ses propres incertitudes. Et si l'on tient compte de la demande alimentaire et donc de nutrition pour la population, il est vrai que ceci pose des limites à la BEX. Et est-ce que cette limite va être atteinte en 2030, 40, 50 ou en 2100? Ça, je ne pourrais le dire. Il me semble qu'il y a beaucoup d'hypothèses sur les suppositions que gère le modèle d'évaluation du GIEC qui est très complexe. En réalité, on ne connaît pas bien la productivité de la terre qui varie d'une région à une autre et on ne sait pas comment cela va évoluer. Il y a différents systèmes agroécologiques et différents systèmes agricoles et donc il est particulièrement difficile de savoir si cela va diminuer ou augmenter, si le potentiel va augmenter ou diminuer, si on n'a pas une éclair de la productivité de la terre. Si nous prenons par exemple, si l'on songe à l'Afrique, le système agricole est actuellement expansif et non pas intensif, c'est-à-dire que l'on peut augmenter la productivité de la terre en réduisant la quantité de terre qui est utilisée pour ce secteur. Et donc, dans ce cas, comment pouvons-nous dire que cela va diminuer de façon fiable alors qu'il y a beaucoup d'inconnus quant à la situation? Et donc, on ne peut pas offrir des résultats cohérents en la matière. Passons à une autre question que nous envoie Sophia, qui nous demande jusqu'à quel point les technologies d'émissions négatives, dans lesquelles est inclus la BEX, vont avoir un effet négatif sur la nécessaire réduction des émissions à court terme.
Je peux répondre si je peux, car j'ai une opinion très claire à cet égard. Et cela fait effectivement 10 ans que je travaille sur les questions de BEX et j'ai vu donc le développement de cette technologie qui parfois a fait l'objet d'une grande attention et qui en revanche parfois a été complètement ignorée. Mais la bioénergie et l'élimination du CO2 dans son ensemble vont jouer un rôle mais très important dans l'approche d'atténuation face au changement climatique. Je ne me fais pas d'illusions, je ne pense pas que le captage de CO2 va être bon marché ou facile à appliquer à l'échelle de millions de tonnes que nous avons besoin par an pour atténuer les changements climatiques. Personne ne pense que ça va être une recette magique pour résoudre les questions climatiques, surtout si nous étudions l'application des systèmes de bioénergie dans le monde entier. Nous voyons que ça n'a rien de facile. On peut également absorber et éliminer du CO2 de l'atmosphère à travers de la biomasse, mais cela utilise le CO2 qui est concentré naturellement dans l'air et cela peut libérer facilement dans l'atmosphère des émissions. Donc quoi qu'il en soit, le rôle qu'elle va jouer va être petit mais très important dans l'atténuation des changements climatiques, dans un contexte dans lequel nous dépassons les limites d'émissions dans les décennies à venir. Il va falloir avoir recours à cette technologie dans notre réponse, dans le cadre de notre réponse climatique. Asbjørn, Yuba, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, ça va, merci. Bon, eh bien, nous avons beaucoup de questions, donc très bien. Nous allons pouvoir passer à la question suivante, laquelle est d'ordre technique. Donc, je regrette, mais je vais à nouveau l'adresser à Daniel. Comment peut-on lier la production d'hydrogène, H2, à la bioénergie avec captage et stockage de carbone? Eh bien, l'hydrogène offre de nombreuses opportunités de pouvoir extraire de l'hydrogène de la biomasse. Cela ne se fait pas normalement à travers l'électrolyse, qui consiste donc essentiellement à séparer de l'eau à l'aide d'un courant électrique. Donc, comment produire de l'hydrogène à partir de la biomasse? Eh bien, c'est grâce à la gazéification de la biomasse, c'est-à-dire qu'on chauffe de la biomasse dans un environnement contrôlé pour qu'elle passe d'une forme carbonée solide à une forme carbonée gazeuse, et à partir de là, on peut transformer le gaz pour produire non seulement de l'hydrogène, mais aussi du dioxyde de carbone qui peut être ensuite séquestré. C'est-à-dire que cette biomasse contient de l'hydrogène et de l'oxygène en plus du carbone, et quand on sépare l'hydrogène du CO2, les possibilités sont très intéressantes et l'on peut obtenir une forme d'énergie qui est négative en termes d'émissions, car toute la biomasse est susceptible d'être ensuite séquestrée géologiquement. En Californie, en Europe et aux États-Unis, il y a une demande de plus en plus grande et un intérêt croissant pour l'hydrogène, et par ailleurs, il y a également une demande croissante pour la gazéification de la biomasse pour pouvoir satisfaire la demande d'hydrogène qui est très dense en énergie et qui est un combustible qui a l'avantage d'être sans carbone. Question suivante d'un ancien collègue, Alexander, qui travaille maintenant pour le partenariat français pour l'eau. Avons-nous des analyses rétrospectives sur les conséquences des technologies d'émissions négatives, sur leurs avantages et sur leurs inconvénients sur les ressources hydriques? Asbjørn. Dans la présentation, j'ai mentionné une étude de Smith et collègues à laquelle j'ai également participé. Et donc, la demande pour les ressources hydriques peut être énorme si l'on applique la bioénergie avec captage et stockage de carbone à grande échelle. Nous avons fait des exercices avec des modèles dont les objectifs étaient de remplir les accords conclus dans le cadre de l'accord de Paris. Il s'agissait par ailleurs de mettre
mettre à l'épreuve, de vérifier certaines technologies d'émissions négatives, comme par exemple le boisement. Et les résultats obtenus et ce qui s'était examiné par d'autres scientifiques d'ailleurs, et l'on donne pour acquis que l'on peut procéder à cet élargissement à grande échelle et qu'il n'y a pas d'autre type de grande échelle. Donc il faut étudier ces résultats dans l'angle adéquat. Et donc en prenant compte de ces hypothèses, on pourrait utiliser 3% des ressources hydriques mondiales. Dit comme ceci, cela peut paraître un chiffre assez bas, mais en réalité, si, c'est beaucoup, car l'eau vient déjà à manquer dans de nombreuses régions du monde, donc ceci suppose une proportion, une fraction significative de l'utilisation de l'eau si nous voulons appliquer la BECS à grande échelle. Il y a là, c'est un élément qui a déjà été traité dans le webinaire précédent, mais qui peut être utile pour la gouvernance de cette technologie à l'avenir. Donc, quelles mesures peut-on entreprendre pour protéger la biodiversité et la sécurité alimentaire, Yuba? Eh bien, il me semble que nous connaissons d'ores et déjà la faisabilité technique de cette technologie. Ça ne pose pas de problème. Et nous connaissons également, nous savons quelles sont les institutions qui peuvent faire face aux conséquences sociales et potentielles, par exemple, en termes d'utilisation de l'eau. Mais il y a beaucoup d'inconnus. Par exemple, dans le cas de l'eau, l'eau n'est pas une raison de préoccupation mondiale, c'est une question très locale, car si on applique cette technologie dans des endroits où il y a un manque d'eau, alors c'est un problème très sérieux. Et nous ne savons pas très bien où vont être menées ces technologies de BECS. Donc, pour pouvoir réaliser une évaluation correcte différents ordres, il faut pour commencer savoir où on va mettre en marche cette initiative. Et bien sûr que cette technologie est viable en termes techniques et peut contribuer aux efforts d'atténuation, mais il y a beaucoup d'autres facteurs dont il faut prendre compte avant de réaliser une évaluation fiable. Céline, je peux ajouter quelque chose? Il y a un élément que nous n'avons pas beaucoup traité à mon sens et qui est lié à cette question des résultats que l'on peut obtenir grâce à la BECS. Et il faut voir que nous avons toute une chaîne logistique très large. Il faut produire la biomasse, il faut certainement la transporter, il faut la transformer en bioénergie à travers de la combustion, il faut capturer le CO2, le transporter et ensuite le stocker, le séquestrer. Donc, dans tous les maillons de cette chaîne, on perd de l'énergie et on perd du CO2. Autrement dit, il y a une perte d'efficacité tout au long de la chaîne, dans tous les maillons de cette chaîne. Et pour illustrer mon propos, par exemple en termes de capture de dioxyde de carbone, si on utilise la combustion de biomasse, on ne peut que capturer que 90%. Les 10% restants sont émis. C'est-à-dire qu'il y a des pertes en termes d'efficacité. Donc, il faut penser en termes de cycle de vie tout au long de cette chaîne logistique. Et je le répète, il faut garder à l'esprit le fait que l'efficacité totale, globale, de cette technologie dépend de nombreux facteurs, comme le disait Yuba, à savoir de où ça va être réalisé, de où va être produit la biomasse, de la quantité d'eau utilisée, mais quoi qu'il en soit, il faut donc garder à l'esprit que les pertes entraînées par cette chaîne réduisent l'efficacité quant à la production d'énergie et au captage ou à l'élimination du CO2. Oui, je voudrais juste ajouter un élément. Donc, ce qui est lié à la compréhension du contexte régional, surtout pour l'utilisation des terres et l'offre de biomasse, est absolument primordial pour pouvoir comprendre les opportunités véritables. Il existe à court terme pour l'application de ces technologies et aussi pour le débat plus vaste sur la gouvernance. Donc, plus
grande sera l'échelle, l'envergure d'application, c'est-à-dire avec des milliers de tonnes, eh bien, ce sont des défis différents. Il y a des opportunités à court terme avec ces projets pilotes qui montrent que cela peut être appliqué au niveau commercial. Il y a des pays dans lesquels il y a des chaînes logistiques très solides pour la biomasse ou des secteurs agricoles appropriés ou un secteur gazier et pétrolier qui permet la séquestration du carbone, la séquestration géologique. Et donc, ces pays offrent un modèle, le modèle des formats que peut adopter cette technique. Et il faut veiller à ce que la source de biomasse soit durable, que la chaîne logistique fasse l'objet d'une gouvernance adéquate. Et au-delà de ces premiers projets pilotes, il y a un besoin urgent d'établir un système de gouvernance adéquate pour le commerce international, par exemple les règles qu'il faut appliquer en la matière et qui n'ont pas encore été résolues ni trouvées en termes de durabilité ou en termes de potentiel d'émissions négatives de carbone. Il y a une directive sur les énergies renouvelables dans l'Union européenne qui peuvent servir de modèle, d'exemple. Il y a des expériences préalables avec des biocombustibles, avec des pellets, ce qu'on appelle les pellets, et qui peuvent nous aider à concevoir ou à imaginer comment peut être l'application de la bioénergie et avec captage et stockage de carbone. Asbjørn a mentionné cette longue chaîne de logistique de la bioénergie avec captage et stockage de carbone. Quels sont les éléments qui méritent le plus d'attention pour bien comprendre le potentiel de cette technologie? Eh bien, il me semble que ce sont les premiers maillons de la chaîne, c'est-à-dire la production de biomasse, la transformation de biomasse en bioénergie et l'utilisation de cette bioénergie et biomasse à des fins donc énergétiques. Tout ceci s'accompagne de nombreux défis en termes de durabilité, l'application à grande échelle dans certaines régions et tout ceci va déterminer en définitive jusqu'à quel point l'application de cette technologie est efficace d'une façon générale. La partie captage et stockage de carbone soulève également sur un défi, mais d'après moi, vous savez que je travaille depuis une vingtaine d'années sur cette question de captage et de stockage du carbone, et donc je pense que cette partie de la chaîne est mieux connue et que nous avons plus d'expérience en la matière et que donc elle soulève moins de défis. Enfin, il soulève moins de défis, le captage et le stockage de carbone. Merci. L'application à grande échelle de la BECS suppose de grands investissements pour les gouvernements. Le secteur privé va-t-il s'impliquer? Jusqu'à quel point le secteur privé peut-il s'impliquer ou miser ou pas pour ces technologies? Eh bien, comme je suis en Californie, je peux dire que nous avons véritablement des perspectives très intéressantes et beaucoup d'opportunités qui surgissent ici. Par exemple, ces projets pilotes d'application à l'échelle commerciale qui, espérons-le, s'avéreront rentables. Et pourquoi? Parce qu'il y a aux États-Unis des politiques fédérales qui donc qui s'applique dans tous les États-Unis et pour donc récompenser et payer le captage et le stockage de carbone. Et il y a par ailleurs des politiques en Californie qui incitent à la production de combustibles à faible teneur en carbone, parmi lesquels on trouve la biomasse. Donc nous espérons qu'en Californie, maintenant, nous allons pouvoir mettre sur pied un projet pilote sur des usines commerciales à grande échelle qui utilisent la gazéification de la biomasse pour produire des combustibles ou des combustibles gazeux ou liquides qui puissent être transportés. Pour ceci, il nous faut ces politiques qui font que ces opportunités puissent être rentables face, par exemple, à la simple utilisation de pétrole brut d'une raffinerie. Les combustibles sont un domaine dans lequel beaucoup de choses vont se faire, il va y avoir beaucoup de mesures. Décarboner le secteur du transport et le secteur industriel va être plus difficile que de décarboner le secteur de l'électricité
et au fur et à mesure que vont être promulguées d'autres politiques de décarbonation du secteur de l'industrie ou du secteur des transports, eh bien, il me semble que la bioénergie avec captage et stockage de carbone va devenir de plus en plus important. Pour ce qui est du rôle joué par les gouvernements et tenant compte de l'envergure à laquelle il faut appliquer ce type de technologie, et comme nous l'avons donc expliqué auparavant, il faut travailler avec le secteur privé, avec les marchés, et il faut définir des politiques appropriées en termes d'incitation et de motivation pour faciliter et encourager l'application de cette technologie à grande échelle. Je peux ajouter quelque chose ? Oui, effectivement, le goulot d'étranglement se trouve dans la valeur qu'implique l'application de l'ABEX. Et actuellement, la valeur est inférieure au coût que cela implique d'impliquer cette technologie. Je crois que nous avons déjà donné certains chiffres. Donc, il faut que ceci change et on ne peut pas simplement attendre les bras croisés à ce que le prix du carbone augmente, car on ne sait jamais jusqu'à quel point cette augmentation va se faire ni à quelle rapidité elle va se faire, que ce soit au niveau national ou à l'échelle internationale. Donc, pour être plus réaliste, et comme le disait Daniel, nous devons fixer une règle, une norme, par exemple, que si on produit de l'électricité ou si on produit du ciment, de l'aluminium, quoi que ce soit, et avec des industries qui sont très polluantes en termes d'émissions de CO2, il faudrait donc établir une règle, une norme de faibles émissions. Et cela va favoriser un développement progressif dans la bonne direction. Si on procède ainsi, il va y avoir une concurrence avec d'autres pays dont les contrôles ne sont pas aussi stricts, mais en Europe, par exemple, vous savez qu'on parle d'un ajustement de carbone entre les frontières, c'est-à-dire de fixer une taxe ou un impôt sur les importations, par exemple, d'acier ou d'autres produits qui sont conçus et fabriqués avec des normes, des règles plus relâchées en termes de pollution. Et ceci de façon à ce qu'il y ait un terrain plus égalitaire donc, pour les conditions de marché en Europe. Il y a un autre point qui me semble important, et c'est-à-dire que si l'on peut inciter à ce que les consommateurs ou les utilisateurs payent un petit peu plus pour des produits à faible teneur en carbone et même qui a un contenu en carbone négatif, alors certains calculs montrent que l'on pourrait produire du ciment qui soit plus neutre ou qui utilise le captage et le stockage de carbone, c'est-à-dire qui pollue moins. Et il peut y avoir d'autres solutions techniques également pour réduire les émissions de CO2, mais quoi qu'il en soit, ceci multiplierait le coût de production. Donc, on envisage la question de voir si on peut inciter les consommateurs à payer un petit peu plus pour des produits plus propres, plus respectueux du climat. Le ciment, par exemple, est utilisé dans tout un tas d'infrastructures, dans des ponts, dans des bâtiments. Donc, il faut se demander si les consommateurs sont prêts à payer un petit peu plus si nous faisons en sorte que ces produits s'approchent à la neutralité des émissions de carbone, y compris s'ils ont des émissions négatives. Merci. Yuba, voulez-vous ajouter un dernier commentaire avant que nous terminions notre activité, car nous sommes arrivés à la fin du temps imparti? Oui, je crois que toutes les parties prenantes doivent jouer un rôle, et non seulement le secteur privé ou les gouvernements, mais les communautés locales doivent avoir leur mot à dire, car elles sont bien plus familiarisées avec l'utilisation des terres, avec les changements dans l'aménagement du territoire, qui est quelque chose, comme on l'a dit, qui est un élément fondamental, alors de voir jusqu'à quelle échelle on peut appliquer cette technologie. Par ailleurs, il faut étudier les secteurs dans lesquels il y a une situation gagnant-gagnant pour que tous les exemples qui s'avèrent efficaces
puisse servir d'exemple pour l'application de la bioénergie avec captage et stockage de carbone. Merci beaucoup aux intervenants et à notre public. Demain, il y aura un webinaire sur la gouvernance de l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver des informations sur notre page web. Merci beaucoup. Au revoir. Okay, thank you, and bye-bye. Thank you. Bye bye.